Bonjour à toutes et à tous. Il était une fois une plateforme pétrolière répondant au doux nom de Sigur. Elle se situe au bord du monde, à la lisière de l'Arctique, et l'Arctique est, on le sait bien, le climatiseur de la planète. Le climatiseur de la planète où les effets du changement climatique se font aujourd'hui le plus spectaculairement ressentir. Là, le taux de perte de la banquise a été multiplié par 7 en 10 ans. Sur le plan géopolitique également, c'est ce que l'on appellerait volontiers un des points chauds du monde où se rencontrent les appétits des puissances politiques et les rivalités industrielles autour de l'exploitation d'hydrocarbures offshore. Un jour, donc, sur Sigur, survient un kick. C'est un accident de pression qui fait remonter le gaz dans la colonne de forage. Et cette explosion est le début de la fin du monde, par une succession d'événements dramatiques qui l'enclenchent, un compte à rebours. C'est un romancier contemporain, Thomas Reverdy, qui raconte cette histoire, une histoire d'effondrement, mais aussi une histoire de savoir, une histoire où tous les savoirs réunis sur la plateforme, en danger, parviennent, sinon à infléchir le cours du temps, la partie est en cours, rien n'est encore joué, du moins à faire effort contre le chaos. Thomas Reverdy a écrit avec le tout récent roman Climax, ce que je pense être le grand roman contemporain de la fin du monde, qui est aussi, et voilà pourquoi ça nous intéresse ici, un roman d'aventure. Et le roman de l'aventure scientifique. Car tous ces protagonistes sont des experts, qui en glaciologie, qui en biodiversité, qui en ingénierie. Et ils se retrouvent sur la plateforme pour tenter de braver la catastrophe en cours. Et là, ils se souviennent qu'ils se sont déjà connus dans leur jeunesse et ils se rappellent leurs espérances passées. Et l'un d'eux, qui s'appelle Noah, se souvient qu'il était un adepte du jeu de rôle où il jouait un personnage nommé justement Sigurd dans des intrigues inspirées de légendes nordiques. Car, monsieur l'administrateur vient de le rappeler, tout a déjà été écrit. Le crépuscule des dieux, ou plutôt aujourd'hui celui de l'humanité, est inscrit dans le temps de la légende qui enregistre à la fois le choix des hommes et leur renoncement. Bienvenue dans la saga de l'Anthropocène. Et dès lors, le roman Climax alterne des moments narratifs, des développements scientifiques et des rappels de la mythologie. Ce qui est en cause, c'est la notion même de causalité et c'est la fiction qui permet au monde de ne pas être irrémédiable. Climax est donc, me semble-t-il, un roman pour aujourd'hui, car c'est un roman dont le lecteur est le héros. Ainsi, apostrophe-t-il son lecteur, « Que voulez-vous faire ?» Que voulez-vous faire ? Pour notre part, ce que nous voulons faire ici, à Action Commun Durable, c'est, on l'a dit, et il faut le répéter, cher Jean-Marie, nous rendre utiles. Face à cette question du changement climatique, face à ces enjeux, à ces urgences, placer la recherche en train de se faire devant la société. La placer telle qu'elle est, la donner à voir et à comprendre, c'est-à-dire faire non pas spectacle, mais en tout cas intelligence, intelligibilité de nos procédures, d'où, on l'a dit, la forme même de ce colloque qui fait alterner les conversations sérieuses, assurément, car menées par des experts qui croient dans le régime de vérité, en tant qu'ils ne se laissent pas, soumettre par le règne des opinions, mais qui croit aussi qu'on n'affaiblit pas la science en la montrant telle qu'elle est, y compris dans ses incertitudes. Le faire ici, au Collège de France, où l'on apprend depuis si longtemps à manier des textes très anciens
et des objets très modernes dans une dimension interdisciplinaire qu'exige la situation, eh bien, c'est, je pense, et nous le pensons toutes et tous, très signifiant. Pour caractériser les 4 conversations que auxquelles nous allons assister, je ne sais pas si c'est une déformation professionnelle en tant qu'historien, mais il me semble que ce qui rassemble nos approches, c'est une réflexion sur le temps. Face au changement climatique, toutes nos disciplines, d'une certaine manière, deviennent des sciences historiques, car elles s'interrogent sur le devenir, sur le temps, non pas le temps qu'il fait. Après tout, c'est ainsi que l'on donne platement des nouvelles de la météorologie, mais le temps qu'il reste. Et si l'histoire peut, d'une certaine manière, rassembler ces disciplines, ce n'est pas parce qu'elle serait la science du temps, mais pour le dire comme Hannah Arendt, l'art de se souvenir de ce dont les femmes et les hommes en société sont capables. De quoi sommes-nous capables? Qu'allons-nous faire maintenant? C'est le contraire d'une école de la fatalité, c'est justement aller chercher dans le temps des trésors d'expérience. Il s'agit, en somme, de remettre le temps en avant, de ne pas se complaire dans la chronique des occasions manquées, même si l'histoire contemporaine, comme l'a montré Nathaniel Rich dans Perdre la Terre, est aussi, depuis le début des années 80, l'histoire d'une prise de conscience que précipite la science et que freine la politique, d'où la nécessité de s'interroger sur une politique scientifique. Et c'était la tonalité d'ensemble, je crois, de la soirée d'ouverture de notre initiative hier soir. Notre réflexion de cette année sera donc orientée vers cette question du temps, qui sera plus amplement développée par notre collègue Dario Mantovani, et voilà pourquoi il était normal qu'il achève cette journée par son dialogue avec Laurent Fonbostier, qui ouvre à la fois une réflexion sur la capacité du droit à s'adapter aux nécessités du temps, mais au-delà, qui ouvre la réflexion sur le colloque à venir qu'il échafaude pour nous sur précisément la notion de temps et de ce que c'est qu'un temps à venir. Finalement, dans Avenir commun durable, c'est peut-être le premier mot qui suscite paradoxalement la réflexion des historiens, non parce qu'il serait vrai en futurologue, mais parce que le rapport entre histoire et prophétie est plus complexe qu'on le pense, ainsi que le développera peut-être François-Xavier Fauvel dans le dialogue que j'aurai avec lui. Mais encore une fois, ce n'est pas par esprit de conquête, mais au contraire de conciliation, que je considère qu'à ce moment-là, et face au changement climatique, ce sont l'ensemble de nos disciplines qui se découvrent des sciences historiques. Mais je n'oublie pas non plus que le colloque sur les transports, qui sera organisé par Jean-Marie Tarascon et Marc Fontcave, qui va inaugurer notre réflexion par son dialogue avec Christian Gaulier, le premier titulaire de la chaire Avenir commun durable. Je n'oublie pas donc que ce colloque, qui suivra celui organisé par Dario Mantovani, eh bien, traitera du transport. Et évidemment, je ne vais rien dire du transport, je ne suis pas expert, simplement me souvenir qu'en grec, il se dit métaphore et que pour assurer un dialogue interdisciplinaire, on ne peut se contenter justement d'un usage métaphorique des concepts et qu'il convient, c'est la base de toute discussion scientifique, de faire travailler leur traductibilité, c'est-à-dire les conditions de leur passage d'une discipline à l'autre. Or, les deux concepts que nous mettons en avant dans le titre même de notre colloque en sont deux excellents exemples, c'est-à-dire des concepts qu'on doit en somme démétaphoriser pour rendre disponibles au passage entre les disciplines. Avec la transition, les historiens sont apparemment à leur affaire
transition est un mot qui renvoie classiquement à une analyse macro-historique des sociétés, y compris dans une tradition marxiste du passage, de la transition d'un mode de production à l'autre. On doit se souvenir que les implications de l'usage de ce mot en sciences humaines et sociales, notamment ses implications géographiques et spatiales, avec le premier concept de transition démographique, désigne à la fois un changement systémique et graduel qui entraîne de profondes recompositions. Donc, transition est un mot qui dit à la fois la progressivité et l'inéluctabilité. Le monde et le moi. Être en transition désigne aujourd'hui pour un individu ce qu'il y a de plus intime, c'est-à-dire l'identité sexuelle. Et ces deux extrêmes de l'échelle de connaissance, le moi et le monde, ne sont pas accidentels. Ce n'est pas un accident de langue. Pour comprendre cette apparente incongruité, il faut revenir à l'origine, qui nous ramène sinon à la chimie, cher Marc, du moins à la métaphore thermodynamique implicite dans toute description du social. Car une transition, c'est le passage d'un équilibre à un autre. Donc, quand je parle de transition, eh bien, je suis comme M. Jourdain avec la prose, je fais de la chimie sans le savoir. Donc, autant parler avec des chimistes qui savent. Et c'est la même chose, d'une certaine manière, avec adaptation. Dans un livre qui a fait grand bruit, Il faut s'adapter, sur un nouvel impératif économique paru en 2019, la philosophe Barbara Stiegler a remis en lumière le colloque Lippmann de 1938, du nom du journaliste et essayiste américain qui a donné au néolibéralisme une grande partie de sa matrice idéologique par emprunt au darwinisme social. Dans The Good Society, 1937, Lippmann se demandait comment réadapter l'espèce humaine à un environnement instable qui est celui des impératifs de la nouvelle industrialisation. Et là encore, le biologisme implicite, qui a fait beaucoup de ravages dès lors qu'il demeure implicite, eh bien, exige de nous eh bien, qu'on aille jusqu'au bout de l'échange avec la discipline qui est pourvoyeuse de concepts, en l'occurrence la biologie. Voilà pourquoi l'échange que vont avoir Luis Quintana Murci et Chris Bowler sur la biologie de l'adaptation génétique, eh bien, est pour moi de la première importance. Et voilà pourquoi notre travail sur transition et sur adaptation consiste à démétaphoriser ces concepts pour les ramener à une conversation entre les disciplines. Nous devons donc défendre, on l'a dit, le régime de vérité, l'arracher au royaume des opinions et pour ce, dessiner ensemble l'arène des interprétations recevables. Il ne s'agit pas seulement de faits, mais bien d'interprétations. Et voilà pourquoi, ultimement, ce qui nous réunit est peut-être une science du récit. Et voilà pourquoi je n'ai pas trouvé au départ trop extravagant de commencer à évoquer un roman contemporain. Mais pour dire la vérité, l'idée m'est venue aussi hier soir lorsque nous avons discuté, et monsieur l'administrateur vient de le rappeler, l'interprétation de cette enquête Ipsos qui porte sur le rapport entre les sciences et la jeunesse. Il l'a rappelé, 3 enseignements principaux. Le premier, l'autorité que les jeunes, en tout cas ceux qui sont questionnés, eh bien, concèdent aux scientifiques, qui sont davantage crus que les journalistes, mais aussi les politiques et les syndicalistes. Deuxièmement, l'implication émotionnelle et cognitive sur ces sujets, c'est-à-dire que les jeunes interrogés disent qu'ils
connaissent ces sujets, qu'ils s'en inquiètent et qu'ils, d'une certaine manière, sont impliqués. Et troisièmement, effectivement, lorsqu'on va au-delà du déclaratif, on leur demande mais alors c'est quoi la transition, qu'est-ce que veut dire décarboner l'énergie. Là, évidemment, ça devient plus difficile. En tout cas, nous ne nous y reconnaissons plus. Et c'est de ce point de vue-là que, me semble-t-il, les sciences sociales peuvent aider à la compréhension de ces faits qui nous semblent désespérants. Parce qu'il me semble que lorsque une majorité des jeunes exprimés disent que les énergies renouvelables seraient à elles seules et dès maintenant capables d'assurer la transition énergétique, ils ne disent pas le vrai. Et on doit effectivement trouver le ton, l'allure narrative, la conviction pour le rappeler. Et nous sommes d'accord, c'est absolument primordial de le rappeler. Mais je pense que si on a fait un peu de sciences sociales, on doit comprendre que ce qui s'exprime là n'est pas nécessairement, ou n'est pas seulement une ignorance, mais est aussi une impatience et une espérance. Et donc, au fond, ça remet aussi le temps en avant, qui est le temps de l'aventure scientifique. Et c'est là, évidemment, où on doit trouver une forme d'énergie narrative pour raconter cela, le raconter, oui, comme le fait le romancier Thomas Reverdy, et expliquer que c'est une condition, peut-être pas suffisante, mais en tout cas nécessaire pour remettre le temps en avant. Pour cela, effectivement, peut-être faut-il admettre contre l'aspect graduel de la notion de transition que certaines étapes pourraient être accélérées, peut-être même précipitées, d'où l'impatience. Et je vous renvoie, pour terminer, à la fin du chapitre 7 de ce roman Climax, qui justement joue à être un jeu de rôle. C'est nous qui jouons, donc c'est à nous d'accélérer l'allure ou au contraire de le ralentir. Et il dit quelque chose, je le cite de mémoire, fin du chapitre 7, « Vous êtes Sigurd, si vous voulez vous battre contre les loups, allez au chapitre 15. » C'est-à-dire que ça propose un petit raccourci. Et donc, il me semblait que dans cette enquête des jeunes, eh bien, on y a ce que ça doit nous inspirer, c'est au fond un encouragement pour accélérer l'allure, non pas de la décision politique, mais de la construction des savoirs, quitte à sauter quelques chapitres, parce que effectivement, cette impatience, elle nous requiert, et face à elle, on doit à la fois ralentir l'allure, sans doute, de la conversation, mais aussi en assurer cette énergie narrative sur laquelle j'avais envie de commencer cette première réflexion. Alors, sans transition, comme on dit à la télévision ou à la radio, mais il s'agit ici pourtant de transition et d'adaptation, eh bien, nous allons entendre Christian Gaulier et Marc Fontcave, hein, c'est bien ça, c'est vous qui commencez, animé par Catherine de Coppet sur la première table ronde. Merci beaucoup.